La seule mauvaise question, c'est celle que vous n'avez pas posée. Il y a des personnes, du coup, qui pensent être plus kinesthésiques, visuelles, auditives, etc. Alors, c'est un neuromythe. Apprendre par cœur. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre par cœur? Mais l'idée est de dire, on oublie très vite. Et qu'au bout de quelques semaines, il restera même pas 20%. Votre survie n'en dépend pas. Et donc, c'est pour ça que le cerveau, il le juge comme une information anecdotique. Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des stratégies d'apprentissage et un peu de méthodologie. Mais d'abord, j'ai une question pour le caméraman là derrière. Toi, quand tu étais à l'école, comment tu apprenais tes cours? Je les apprenais pas. Ah bon bah, voilà, parfait, super. Plus sérieusement, avant de démarrer cette vidéo qui, je pense, est hyper importante, vous allez me mettre pause et vous allez m'expliquer dans les commentaires, vous, là, quand vous êtes à l'école ou quand vous étiez à l'école, comment vous faisiez pour apprendre un cours? Est-ce que vous le lisez? Est-ce que vous faites une fiche? C'était quoi le truc, ok? Vous le mettez noir sur blanc et après vous remettez play et on est parti pour une vidéo qui va tout fracasser. Donc la thématique du jour, c'est comment apprendre efficacement. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler des stratégies d'apprentissage, on va parler de la mémoire, de l'oubli, comment manipuler l'oubli pour mieux retenir une information. On va parler des modalités d'apprentissage, visuel, auditif, etc. Et puis, bien évidemment, je vais vous donner quelques petites astuces pour optimiser votre travail. Avant de démarrer, je me présente. Moi, je m'appelle Raphaël Blaro. Je suis professeur de chimie en classe préparatoire depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai toujours été passionné par l'optimisation des techniques d'apprentissage. J'ai toujours aimé donner à mes étudiants des conseils pour qu'ils puissent optimiser au maximum et préparer leur concours dans les meilleures conditions. Et donc, aujourd'hui, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous repartager tout ça. Donc, cette expérience un peu que j'ai cumulée, que j'ai confrontée à la fois avec des lectures sur les neurosciences de l'éducation et ce qui ressort de la littérature scientifique sur le sujet, parce qu'aujourd'hui on en sait beaucoup plus qu'avant. Bref, assez blablaté, rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, je voulais vous parler des stratégies d'apprentissage. Donc on va parler d'apprentissage passif, actif et génératif. Alors l'apprentissage passif, en gros, c'est l'exposition à l'information sans engagement mental important. Par exemple, vous écoutez en cours en prenant des notes et vous recopiez le tableau. Par exemple, vous recopiez votre cours sur une fiche, vous surlignez pour essayer de synthétiser le cours mais en le recopiant. Ça ne demande pas une mobilisation cognitive très importante. C'est pour ça que cette méthode-là, bien que peu fatigante, donne peu de résultats. Je vous donne l'exemple typique. Pour beaucoup de personnes, ils vont relire le cours beaucoup de fois, en se disant que plus ils vont le relire, plus ça va rentrer. Il y a une part de vérité. Le problème, c'est que la technique de relire le cours en elle-même, du fait que c'est passif parce qu'on n'a pas beaucoup d'efforts à faire, fait qu'on est peu concentré et que finalement on retient pas grand chose. Grosso modo, l'étudiant qui relit son cours, souvent il a l'impression qu'il comprend tout, voire même il comprend, mais il sera pas capable de refaire parce qu'il n'a pas eu d'efforts, il n'a pas eu beaucoup à se concentrer, il n'a pas été très mobilisé au niveau cognitif. Par exemple, une idée très répandue, c'était de dire lisez votre cours avant de dormir, vous le mémoriserez mieux. Alors là-dedans, ce qui est bien, c'est le avant de dormir. Oui, le avant de dormir, pourquoi pas? Parce que le sommeil va aider à la consolidation de la mémoire, on pourra en reparler si vous voulez. Mais lire le cours, par contre, c'est dommage de choisir une méthode d'apprentissage plutôt médiocre en termes de performance, alors qu'on pourrait prendre des méthodes d'apprentissage bien plus efficaces. Et donc on va y venir. Là, je vous ai donné des petites indications. Côté étudiant, on aura compris que du coup, lire plein de fois le cours ou recopier son cours sur une fiche, c'est pas très efficace. Côté prof, attention, on risque, si on a des mauvaises pratiques, de plonger nos étudiants dans de l'apprentissage passif. Je vous donne un exemple. Si par exemple je projette mon cours sur polycopier et que je le lis, globalement, les étudiants, même s'ils écoutent, ils vont être plutôt dans une modalité passive, ils vont pas retenir grand chose et ils vont vite s'ennuyer. Je pense qu'on l'a tous vu en tant que prof. Autre manière qui marche pas très bien, je vais faire le cours au tableau, mais je vais aller tellement vite que finalement les étudiants, ils vont juste écrire le plus vite possible pour avoir le cours sur le papier. Finalement, cette méthode-là aussi va pas permettre tant que ça d'apprendre le cours. Alors certains disent oui, en l'écrivant, on retient. Ouais, bon, ça reste très très pauvre. On va voir plus loin qu'il y a des méthodes bien plus efficaces que ça. Et puis, j'ajoute une chose, c'est que lorsqu'une information est liée à une émotion, elle va mobiliser plus de zones du cerveau et vous permettre de retenir. Donc quand vous êtes prof, racontez une petite histoire, faites une blague, changez de rythme, utilisez des anecdotes. Tout ça sont des éléments qui vont permettre aux étudiants de retenir l'information. D'accord ? Mais le cours monotone, passif comme ça ne marche pas. En fait, vos étudiants vont juste devoir travailler 3 fois plus à la maison pour arriver au même résultat. Donc maintenant que je vous ai dit ce qui marchait pas, peut-être qu'on va parler un petit peu de ce qui fonctionne. On va parler d'apprentissage actif. Mais alors ce que tu as dit là, on peut quand même le faire, prendre des notes pendant que son prof parle. Bien sûr.
pour compléter avec ce que tu vas nous donner après. Effectivement. Alors déjà, il faut savoir que l'apprentissage passif, c'est une bonne question. Il n'est pas complètement acheté à la poubelle. Il peut être utile quand il y a une première exposition à l'information. C'est intéressant dans ce cas-là d'avoir peut-être un premier mode d'apprentissage passif, mais qui tout de suite va donner le relais à un apprentissage plus actif. Tiens, je vous donne un autre exemple qui me semble, hyper important. Les vidéos YouTube que vous regardez par exemple sur ma chaîne. Si vous mettez une vidéo YouTube, mettons, je sais pas, pour réviser un TP, un exercice, juste vous regardez la vidéo. Je suis désolé de vous le dire, c'est très peu efficace. C'est de l'apprentissage passif. Par contre, si vous utilisez la vidéo telle que je le préconise, c'est-à-dire vous allez mettre pause de temps en temps, prendre des notes, revenir en arrière, etc. et avoir une prise de notes sur votre cahier de labo. Là, vous êtes dans une modalité active parce que vous êtes en train de manipuler l'information, d'accord ? Et donc, ça va vous permettre de la digérer, de la connecter à d'autres choses que vous connaissez déjà. Et donc là, forcément, ça va beaucoup mieux fonctionner. Vous allez mieux mémoriser l'information. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un même outil, on peut être dans une stratégie passive ou active. La vidéo peut être utilisée de manière passive ou active. Le cours avec le professeur, s'il devient interactif, qu'il y a des questions qui sont posées, qu'il y a un échange, va devenir beaucoup plus actif qu'un cours magistral dans lequel il n'y a pas de communication. D'accord ? Donc finalement, c'est pas la modalité en soi qui fait que c'est actif ou passif, mais c'est le degré d'engagement mental, de mobilisation cognitive que vous allez mettre dedans. Je profite d'une petite pause pour vous dire là tout ce que je vous explique dans cette vidéo. Si vous dormez 4 heures par nuit, que vous faites pas de sport, que vous êtes stressé, ça fonctionnera pas. Donc il faut que vous ayez une hygiène de vie adéquate à côté. On sait qu'un bon sommeil favorise les apprentissages. On sait que l'activité physique, le fait de bouger, on est des machines faites pour bouger, va aider aussi pour un certain nombre de fonctions qui vont aider à consolider la mémoire. Même chose pour le stress. Prenez soin de votre hygiène de vie. Dites-moi aussi dans les commentaires si est-ce qu'une vidéo sur le sommeil, le mouvement et le stress en lien avec les apprentissages, c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, donc ça pourrait faire un épisode 2. Voilà, et prenez soin de vous, de votre physique, de votre mental, et comme ça, ensuite, vous prenez les techniques que je vous expliquais dans la salle là, il fait très très chaud, c'est la canicule, vous les appliquez et vous allez voir que vous allez réussir vos études brillamment. L'apprentissage actif, ça réclame une mobilisation cognitive plus importante. Il faut que l'étudiant manipule l'information, qu'il la transforme, qu'il la questionne. Donc comment on fait de l'apprentissage actif en pratique ? On peut utiliser des flashcards, on peut faire des autotests avec des quiz, on peut expliquer son cours à quelqu'un, on peut, ça c'est une méthode que j'adore, le rappel libre, hop, la feuille blanche, le stylo, et on réécrit tout ce dont on se souvient, jusqu'à ce qu'on bloque, d'accord ? Et vraiment, on attend d'être à sec, complètement à sec, avant d'aller voir le cours, de compléter. Ça, je vous ferai peut-être une petite vidéo, en particulier pour le rappel libre. C'est une méthode que j'utilisais énormément quand j'étais étudiant, que je préparais mes concours, que je préconise à mes étudiants. Pour l'écrit, c'est absolument génial, beaucoup plus puissant qu'une fiche. Pour l'oral, on irait peut-être plutôt se tourner vers expliquer son cours avec ses propres mots à quelqu'un, voire même l'expliquer à un néophyte. Ça peut être très intéressant. C'est le fameux effet Feynman, parce que Richard Feynman était un excellent professeur de physique et vulgarisateur qui préconisait notamment cette méthode de s'entraîner à expliquer quelque chose de complexe à quelqu'un qui n'a pas de connaissances dans le domaine. Très bon exercice également. Donc ce type d'apprentissage actif, comme ça vous permet de plus manipuler l'information et de la connecter à des choses déjà connues, ça va faire comme une sorte de réseau en fait dans votre tête en quelque sorte. J'irai plus dans les détails un petit peu plus loin. Ça va être mieux structuré mentalement et donc ce sera beaucoup plus facile d'aller rechercher l'information en temps voulu. En gros, il faut appliquer, appliquer, appliquer. C'est pourquoi moi par exemple dans mes cours et dans mes formations, il y a des petits exercices d'application qui sont assez courts, assez simples, mais qui vont forcer les apprenants à prendre une feuille, un stylo et à appliquer. Et pas rester dans l'illusion de je lis mon cours et j'ai compris. Ouais, ça, ok, j'ai pas de doute que les étudiants, quand ils lisent le cours, ils l'ont compris. Mais par contre, j'ai pas de doute non plus sur le fait que quand ils arrivent à l'oral ou en interro avec moi, eh bien, s'ils l'ont juste relu, ça marchera pas. Si je reprends l'exemple de quelqu'un qui étudie une vidéo YouTube, eh bien, il va falloir qu'il mette pause, il prenne des notes, il revienne en arrière lorsque c'est nécessaire. Bref, il devient actif dans sa manière d'utiliser la vidéo YouTube. Je fais une parenthèse là-dessus parce que, vous savez, avec la vulgarisation sur YouTube aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils consomment une vidéo, voilà, ils vont regarder la vidéo, l'écouter. C'est satisfaisant, c'est divertissant, ils vont apprendre 2-3 trucs, mais souvent ça va pas rester. Et c'est pas grave, c'est ok parce que c'est quand même pas mal du divertissement. Faites bien la distinction, si j'écoute une vidéo de vulgarisation, effectivement, c'est très agréable, c'est chouette. Mais par contre, si je suis dans un apprentissage où je veux vraiment avoir des compétences solides et qui puissent me resservir derrière, je peux pas me contenter de ça. D'accord, je vais devoir passer dans un mode d'apprentissage actif. Bon, tout à l'heure, j'ai tapé sur les fiches. J'ai dit qu'effectivement, si vous prenez votre cours, vous prenez une fiche et vous recopiez les points essentiels, c'est inefficace. C'est vraiment pas une bonne méthode. Mais du coup, je sais qu'il y en a, ils adorent faire la fiche parce que c'est joli, ça donne l'impression qu'on a bien finalisé le travail. Donc voilà ce que je vous propose. Vous allez faire d'abord la fiche un peu
comme avec la méthode du rappel libre. J'ai une feuille blanche et d'abord, j'essaye moi de faire ma fiche à partir de rien. Évidemment, ça demande d'accepter de passer par un brouillon, de raturer, que ça va pas être propre directement. Par contre, vous allez faire un vrai travail d'aller rechercher dans votre mémoire ce qui reste, de vous retrouver à sec et donc de forcer un petit peu cette reconnexion et ensuite d'aller ouvrir le cours pour combler les manques. Je vous conseille d'ailleurs de le faire éventuellement dans une autre couleur. Et finalement, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants sur la fiche, c'est que ce qui compte le plus, c'est pas l'objet final, mais c'est sa construction. C'est le fait de construire la fiche à partir d'un cours fermé et que vous réouvrirez après, qui va vous rendre meilleur, plus performant, qui fait que vous allez retenir les informations et non pas le fait de posséder la fiche et de la relire même 100 fois. Ça va pas être efficace. Maintenant, pour réconcilier ceux qui ont envie d'avoir ce bel objet, une fois que vous avez fait plusieurs fois ce travail de refaire la fiche vous-même, vous pouvez très bien la remettre au propre pour avoir l'objet. C'est pas du tout un problème. Et enfin, concernant les fiches, moi, il y a une solution intermédiaire que j'aime beaucoup proposer et que je propose à mes étudiants et sur ma chaîne secondaire, c'est que je donne parfois une fiche incomplète. Donc en gros, il y a tous les items, toutes les notions du chapitre qui vont être indiquées, mais il y a plein de trous. Il manque les définitions importantes, il manque les équations, il manque des hypothèses du modèle, etc., etc. Et donc les étudiants doivent compléter la fiche et ils peuvent le faire parce qu'après, moi, je complète la fiche sur une vidéo YouTube. Donc ça, c'est sur ma chaîne secondaire. Vous pourrez trouver comme ça des fiches incomplètes de chimie organique, de chimie quantique, de thermochimie. Et donc ça, c'est, on va dire, une méthode un peu intermédiaire que les étudiants aiment bien et qui fonctionne bien parce qu'ils doivent quand même eux-mêmes compléter la fiche de mémoire. Bon, alors pour le professeur qui fait cours, comment on fait pour plonger nos étudiants dans un apprentissage actif? Il va falloir qu'on interagisse avec eux. On va poser des questions auxquelles ils doivent répondre à l'écrit, à l'oral. On va leur proposer des quiz, on va proposer des petits jeux. On peut faire des petits exercices d'application du cours, on peut les inviter à se rappeler ce qu'ils savent déjà, on peut leur proposer en début de cours de refaire un petit peu la synthèse des points essentiels du dernier cours. Bref, il y a énormément de manières de faire, mais en tout cas, on veut absolument qu'il y ait de l'interaction. Et le but du jeu, c'est que pendant tout le cours, ils soient actifs. Et d'ailleurs, on voit une différence énorme entre des étudiants qui vont être passifs pendant le cours et ils rentrent chez eux, du coup ils doivent apprendre le cours de la journée. Ça, c'est une grave erreur, vous pouvez pas être compétitif en faisant ça. Et des étudiants qui en fait s'efforcent pendant le cours de tout capter, donc eux vont être actifs de fait, de venir poser leurs questions à la fin du cours. Ça, c'est bien la preuve qu'ils ont été actifs pendant le cours puisqu'ils ont identifié ce qu'ils avaient compris, ce qu'ils n'avaient pas compris. Et clairement, il va y avoir un delta entre ces deux types d'étudiants. Donc voilà, n'ayez pas peur d'aller déjà de poser des questions en cours. La seule mauvaise question, c'est celle que vous n'avez pas posée. Et surtout, allez harceler vos professeurs de questions aussi à la fin du cours si jamais vous n'avez pas eu toutes vos réponses pendant. Ça peut arriver. Alors ensuite, une fois qu'on a fait une première exposition avec un apprentissage éventuellement passif, on a très vite glissé vers des méthodes actives, on peut passer au niveau dessus avec de l'apprentissage génératif. L'apprentissage génératif n'est pas forcément indispensable, mais ça serait un peu l'ultime étape qui va permettre vraiment de voir si on a tout bien assimilé. Donc génératif, ça veut dire qu'on va créer quelque chose. Donc typiquement, on va par exemple créer une carte mentale. Carte mentale qui va relier les différents concepts sur un chapitre ou sur plusieurs chapitres entre eux. Et donc, la création d'une carte mentale, ça va être de l'apprentissage génératif qui requiert encore un niveau de mobilisation cognitive supérieur. On peut créer des questions. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de demander à mes étudiants de créer un quiz sur un chapitre. Donc ça aussi, c'est de l'apprentissage génératif parce qu'ils vont devoir créer des questions et les réponses. Ce qui est bien pour les étudiants, ça va être de créer des flashcards. Donc les flashcards, ils ont une question sur le recto et la réponse sur le verso. Donc par exemple, en petits groupes, ils peuvent se mettre d'accord pour créer des flashcards sur un chapitre. Là, on est dans de l'apprentissage génératif. Donc ça demande déjà un niveau d'acquisition des notions qui est assez important, mais ça peut vraiment permettre d'aller au-delà, de les remobiliser et de les associer les unes avec les autres avec un niveau plus important. Et encore une fois, j'insiste sur cette idée, une astuce, plus vous associez les notions et les apprentissages entre eux, plus il faut le voir comme un réseau. C'est-à-dire que si je mets une nouvelle connaissance, si je la relie à plein de connaissances qui lui préexistent, alors cette connaissance, ça va être beaucoup plus difficile de l'oublier et de la perdre. Alors que si je mets une connaissance, qui est ici toute seule connectée à rien, j'ai juste appris bêtement par cœur, eh bien, il y a de fortes chances que cette connaissance disparaisse très vite et soit pas utilisable. Pour conclure sur cet apprentissage génératif, c'est une forme d'apprentissage très profonde qui force à organiser et à contextualiser les informations les unes par rapport aux autres. Donc ça favorise la mémorisation à long terme. Bon voilà, si on veut se récapituler les 3 stratégies d'apprentissage, on a l'apprentissage passif, actif, génératif. En gros, passif, ça va être quoi? Ça va être lire,
surligner, écouter, mais encore une fois, c'est pas tant le fait de lire, d'écouter qui est passif, c'est le fait de se contenter de ne faire que ça, de manière un peu automatique. On aura une mobilisation cognitive assez faible. L'apprentissage actif, ça va être plutôt appliquer, répondre, résoudre, etc. Donc on manipule l'information et on va se l'approprier de manière beaucoup plus forte. On arrive déjà à des choses excellentes. Et après, quand on veut aller plus loin sur l'apprentissage génératif, là on serait plus vraiment dans créer, synthétiser soi-même, fabriquer des exercices, fabriquer des questions, fabriquer des quiz, fabriquer des flashcards, bref, vous avez compris l'idée. Mais en fait, pour moi, l'apprentissage génératif, c'est une sorte d'apprentissage actif, un peu plus profond, parce qu'en plus, on va créer soi-même. Donc, il y a vraiment un côté créativité et organisationnel qui est plus poussé. Mais le but étant toujours de créer des connexions, comme je vous le disais, d'avoir des informations qui vont s'imbriquer dans un réseau d'informations préexistantes. Ça, ce qui est rigolo, c'est quand on s'intéresse au cerveau, en fait, quand vous mémorisez des choses comme ça et que vous le connectez à d'autres choses, eh bien, même votre cerveau se modifie. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, vous avez des neurones. Entre ces neurones, il y a des synapses. Et le fait d'ancrer une information plus fortement, eh bien, vous allez renforcer des synapses, voire même en créer des nouvelles connexions synaptiques. Et moi, ça me fait toujours délirer de me dire, quand j'apprends un truc, de dire le cerveau est en train de se modifier. Je trouve que c'est complètement fou. Et donc, du coup, dans cette logique-là, on sait qu'on mémorise mieux des choses quand on a une forte émotion. Par exemple, un animal qui veut me bouffer ou une plante qui risque de m'empoisonner, normalement, je vais m'en rappeler sans faire le moindre effort. Parce que ça va toucher à l'émotion, et donc il y a d'autres zones du cerveau, comme l'amygdale cérébrale, l'hippocampe qui sont impliquées. Et comme il y a plus de zones du cerveau qui sont impliquées, la connexion va être plus forte, où il y aura plus de connexions, et donc l'info, elle va rester. Le truc, chers amis, c'est que quand vous apprenez vos équations en chimie ou vos mécanismes en chimie organique, etc., votre survie n'en dépend pas. Eh ouais, c'est-à-dire que, enfin, votre survie, au concours, oui, mais dans la vie, pas forcément. Et donc, c'est pour ça que le cerveau, il le juge comme une information anecdotique. C'est ce qui fait qu'on va vite l'oublier. Et donc, justement, on va voir comment, avec ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, on peut retenir plus efficacement les informations quand on sait manipuler l'oubli et la mémoire. Tu veux dire qu'il faut mettre les élèves en danger? Genre tu les mets sur un fil en l'air et tu leur poses des questions? Sinon le fil, on les envoie dans le vide, quoi. Tu franchement, ça marcherait trop bien. C'est-à-dire que si l'élève il se foire, il a un accident, oui, mais après éthiquement, je pense que... Accident, mais saut à l'élastique, genre. Tu vois, c'est quand même fort. Tu te dis, il faut que je réponde à cette question au saut à l'élastique. À mon avis, quand tu as répondu faux, tu t'en souviens. Franchement, méthode très intéressante. Dites-nous si vous validez la méthode de Brian. Moi, j'ai une hypothèse, vous savez, sur les très bons élèves, les très bons étudiants. Un des facteurs, j'en suis convaincu, je ne suis pas le seul à penser ça, c'est une hypothèse en fait qui n'appartient pas à Blablaro, c'est que les très bons élèves, souvent, intuitivement et inconsciemment, ils ont trouvé ces méthodes, ces stratégies actives notamment. Voilà, ils l'ont un peu trouvé intuitivement, et ce qui fait que quand ça se répercute sur tous les apprentissages, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, et au bout du compte, ça fait une différence énorme. Alors attention, je dis pas qu'il y a que ça. Effectivement, il y a des gens des fois qui sont un peu plus avantagés, un peu plus doués. L'origine sociale qui joue énormément, donc il y a un tas d'autres facteurs, mais ce qui est clair, on voit clairement dans l'étude qu'entre ceux qui utilisent ces stratégies et ceux qui les utilisent pas, il y a une différence de mémorisation absolument phénoménale. Donc plus tôt on met nos élèves au fait de ces choses-là et on les forme à les utiliser, plus on leur donne les chances en fait de réussir dans les études. Et puis en plus, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est beaucoup plus sympa de travailler comme ça, c'est beaucoup plus ludique, ça donne plein de modalités différentes pour apprendre une notion et donc on s'ennuie pas. Avant qu'on avance, qu'on aille plus loin, je vais vous parler un petit peu de la mémoire, de l'oubli et de comment le manipuler. Alors pour s'intéresser à comment on intègre les informations, il faut s'intéresser à un modèle théorique. Le plus courant en sciences de l'apprentissage, c'est le modèle du traitement de l'information. Dans ce modèle-là, on va considérer qu'on a une mémoire de travail, qu'on appelait avant la mémoire à court terme, et une mémoire à long terme. Il faut comprendre qu'en fait ce modèle, alors qui n'a pas pour but de refléter le fonctionnement biologique du cerveau, mais qui quand même nous apprend beaucoup de choses et nous permet de comprendre beaucoup de choses en termes d'apprentissage. C'est un modèle dynamique qui repose sur des allers-retours possibles entre la mémoire de travail, donc ça veut dire qu'on va avoir des informations qui vont générer des stimuli, qui vont être captés par des canaux sensoriels et cognitifs, qu'on va avoir dans la mémoire de travail, qui est donc une mémoire de court terme, que je peux utiliser directement, et ensuite on peut faire passer ces informations dans la mémoire à long terme, ce qui ne se fait pas à tous les coups. Et de la même manière, les informations que j'ai dans la mémoire à long terme, je vais pouvoir aller les récupérer dans la mémoire de travail pour les utiliser. On va faire simple, pour arriver à stocker des informations dans la mémoire à long terme, il faut traiter puis encoder l'information. Je vais simplifier un peu en disant qu'il s'agit d'encodage. On va appeler l'encodage cette étape de passage de la mémoire de travail vers la mémoire à long terme.
À noter que c'est un petit peu plus compliqué que ça en réalité, on peut encoder sans passer dans la mémoire à long terme, mais je rentre pas plus dans le détail. Et puis, aller chercher une information de la mémoire à long terme vers la mémoire de travail, c'est ce qu'on appelle la récupération. Et puis bien entendu, le truc c'est que dans tout ça, il y a de l'oubli également. Il y a des informations qui peuvent être perdues dans la mémoire de travail, comme dans la mémoire à long terme. Traiter l'information, c'est la sélectionner, l'organiser, l'interpréter et la manipuler mentalement pour en tirer du sens, résoudre un problème ou l'intégrer à ce qu'on sait déjà. Encoder l'information, c'est la transformer en une forme mentale stable et structurée pour qu'elle puisse être stockée dans la mémoire à long terme. Il peut arriver que vous encodiez une information, que vous ne l'ayez pas vraiment oubliée, mais que vous ne soyez pas capable de la récupérer. Et vous savez, on vous dit « Ah, mais tu te rappelles ça ?» et quand on vous le dit, vous dites « Ah, mais oui, je m'en souvenais », mais vous n'étiez pas capable de la récupérer. Je pense qu'on a tous vécu ce truc, vous savez, où on ne retrouve pas l'info, mais en fait, on l'a, elle est stockée, mais elle n'est pas récupérable. Et donc, ces stratégies d'apprentissage dont j'ai parlé ici, justement, avec des stratégies actives et génératives, on va doper l'encodage et on va doper la récupération. Parce que, comme je le disais, plus votre information, elle est reliée à un grand nombre d'informations, plus on va avoir ce qu'on appelle des amorces de récupération. Et donc, on va multiplier nos chances d'être capable de récupérer, d'utiliser l'information. Donc maintenant, la question, c'est comment je fais pour doper l'encodage et comment je fais pour doper la récupération. Déjà, on l'a un petit peu dit. Il faut associer les savoirs entre eux. On a dit, on peut utiliser les émotions. Il y a des techniques intéressantes où on peut utiliser la spatialisation. Ça veut dire, je vous mettrai le palais de la mémoire, je vous mettrai des liens en description. Il y a d'autres personnes, Fabien Olicard, Major Prépa, etc., qui ont fait des vidéos là-dessus qui sont très intéressantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut utiliser la spatialisation pour favoriser la mémorisation. Il y a plein d'astuces comme ça. Mais donc, en fait, il va falloir s'intéresser aux différentes entrées qu'on a ici. Vous savez, il y a des personnes qui pensent qu'ils préfèrent utiliser l'écrit. D'autres, ils préfèrent utiliser la vue. Ouais, je dessine très mal, mais ça, c'est une oreille, voilà. Ils vont utiliser l'ouïe, etc., etc. Il y a des personnes, du coup, qui pensent être plus kinesthésiques, visuelles, auditives, etc. Alors, c'est un neuromythe. Dans les études scientifiques, on n'a jamais réussi à montrer que de s'adapter à une modalité en particulier pouvait conférer un avantage. Par contre, ce qu'on sait, c'est que tout le monde bénéficie d'avoir une approche multimodale. Ça veut dire qu'on va plutôt essayer d'avoir différents canaux, utiliser l'écrit, l'oral, la vidéo, les émotions, enfin d'avoir un maximum de canaux sensitifs et cognitifs mobilisés pour intégrer une information. Et c'est aussi un moyen, comme je le disais, de créer un maximum en fait de connexions synaptiques et donc une information encodée solidement et plus facile à récupérer parce qu'on va avoir plus de canaux pour aller la chercher. Donc finalement, la clé, c'est l'enseignement multimodal. Moi, c'est ce que je préconise, c'est également ce que j'essaye de faire avec mes étudiants et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais commencé à faire aussi des vidéos sur YouTube, c'était de me dire, par exemple, pour les TP, le fait de donner aux étudiants l'occasion d'abord d'avoir la vidéo donc où je visualise, j'entends et je note. Je donnais 3 canaux pour apprendre avant d'arriver au TP où là on va faire les manips, donc il y a le côté kinesthésique. L'idée c'est pas d'utiliser un canal ou d'en privilégier un, c'est de multiplier les canaux pour la même information et voilà. Et puis mes étudiants ils cartonnent au TP et c'est très bien comme ça. Finalement on va privilégier une approche multimodale. Ah, je voulais parler d'un truc avant. Apprendre par cœur. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre par cœur? Tiens, pour toi, ça évoque quoi, apprendre par cœur? J'allais dire bêtement. Je sais pas si c'est un bon mot. Si, mais c'est un peu la connotation que ça a. J'allais dire apprendre bêtement. Genre une poésie, tu peux l'apprendre par cœur, mais s'il faut, t'as rien compris à ce qui se raconte à l'intérieur. C'est ça. Alors souvent, effectivement, le apprendre par cœur, ce que ça veut dire dans le langage courant, c'est on veut vraiment la précision, on apprend aux mots, mais sans forcément de la profondeur, sans forcément de la compréhension. C'est pas là-dessus qu'on insiste. Apprendre par cœur, si on s'en tient à cette définition qui est donc apprendre parfaitement, on va dire les mots ou je sais pas quoi d'autre, mais sans profondeur, sans compréhension, en fait on apprend des choses qui ne sont pas connectées à des savoirs préexistants. Donc c'est un apprentissage qui est extrêmement fragile. Parfois je sais qu'il y a des collègues qui disent à leurs élèves apprenez par cœur, mais en leur donnant en même temps des bonnes méthodes d'apprentissage. Donc tout dépend comment on l'interprète, mais l'apprentissage par cœur, en tout cas tel qu'on est censé le comprendre comme apprendre un peu bêtement sans compréhension profonde, pour moi c'est un peu une hérésie. Je pense que je viens de vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que si les informations, on les apprend bêtement sans les connecter à rien, c'est pas très intéressant. Maintenant, il existe quand même des moyens de retenir plus facilement quelque chose par cœur, mais je vais pas rentrer dans ces détails-là. Je vous mettrai d'autres liens et d'autres vidéos en description pour que vous puissiez aller voir tout ça. Oui, donc maintenant, il nous reste à parler de la manipulation de l'oubli. Comment manipuler l'oubli pour mieux mémoriser une information sur le long terme. T'es ready? Yeah. Alors, la courbe de l'oubli, proposée par monsieur
Ebbinghaus. Donc la courbe de l'oubli, l'idée c'est que je vais tracer la rétention d'informations, donc on va dire le pourcentage d'informations que j'arrive à retenir en fonction du temps. Mettons qu'ici vous êtes exposé à une information que vous allez mémoriser. Bien évidemment, en réalité, c'est très qualitatif ce que je vais faire parce que la qualité aussi de la rétention va dépendre de la manière dont vous vous êtes exposé à l'information, etc. Mais là, l'idée c'est de comprendre le concept. Donc globalement, si vous êtes exposé ici à une information, en fait, vous allez l'oublier assez vite. Et puis il y a même un moment où ça chute assez fort comme ça, hop, c'est la catastrophe, tout simplement. C'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est condamné à oublier ce qu'on apprend lorsqu'on est exposé une fois. Je fais en très gros, souvent ce qu'on dit, c'est qu'il va rester la moitié de l'information, donc 50% environ, au bout de 2 jours. Évidemment, c'est très qualitatif, me prenez pas au mot, ça peut être 1 jour, 3 jours, bref, ça va dépendre. Mais l'idée est de dire, on oublie très vite. Et qu'au bout de quelques semaines, il restera même pas 20%. Ok, une fois qu'on a compris ça, l'idée, c'est d'abord d'utiliser toutes les stratégies que j'ai dit avant, mais surtout de comprendre qu'avec cette courbe, on peut jouer en réactivant, c'est-à-dire en faisant une piqûre de rappel, donc en me réexposant à l'information de manière intelligente, je vais pouvoir éviter la chute de la rétention d'informations. Donc je fais une deuxième courbe avec réactivation. Donc les réactivations, ça veut dire des rappels, ça veut dire je me réexpose à l'information. Donc je fais une séance de révision, tout simplement, avec une des modalités d'apprentissage active ou générative qu'on a vu. Et donc là, ça va donner quoi? Ça va donner que je commence à oublier, mettons que je fais un rappel ici, pouc, je remonte là. Et après, je recommence à oublier, mais moins vite. Je vais, pouc, remonter, je fais une dose de rappel ici. Donc là, je vais avoir premier rappel, je refais un rappel, par exemple ici, poum, deuxième rappel, etc. Et en fait, la courbe, je l'empêche de s'effondrer comme ça. C'est ce qu'on appelle les réactivations ou les rappels espacés. Parce que le but, si je dois faire un rappel tous les jours, c'est pas terrible. D'ailleurs, j'ai pas respecté du tout l'échelle sur mon schéma. D'accord? Mais donc, ça, on va le noter. Les répétitions espacées. Alors là, vous allez me dire, mais espacées de combien de temps? Très bonne question, chers amis. Eh bien, l'idée, c'est de se dire que plus je fais des réactivations, plus la connaissance devient stable. Mettons que ma première réactivation, je peux la faire le jour même, 10 minutes après, le soir même, bref, voilà. Je fais une première réactivation. Ensuite, je peux attendre, mettons, une journée. Donc, vous voyez que les premières réactivations doivent arriver très vite. Une fois que j'ai attendu un jour, la réactivation suivante, 2 jours, je peux attendre. Et une règle empirique, je dis pas qu'elle est ultime, je dis pas que vous devez la suivre à la lettre, mais on va faire x2 à chaque fois. Donc, une fois que j'ai fait 2 jours d'attente, 4 jours. Une fois que je fais 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, etc. Et en fait, je peux espacer les répétitions. Souvent, on a coutume de dire que vers 7, 8 répétitions, la connaissance va être quand même relativement consolidée et stable sur le long terme. Ok. En réalité, ne prenez pas ces chiffres au pied de la lettre, mais empiriquement, la règle de je fais x2 sur la durée qui sépare 2 rappels fonctionne plutôt bien. Alors, comment organiser ça? Déjà, soyez pas trop strict sur le nombre de jours. C'est pas hyper important, bien que les premières réactivations doivent arriver vite, d'accord? Et ensuite, on n'est pas à un jour près. Et il existe des applications aussi qui peuvent vous aider justement à planifier ces rappels. Je crois qu'il y a l'application Anki qui fait ça, il y en a d'autres, bref. Donc ça peut être intéressant aussi de mettre dans une application et tout, et les rappels se font, vous êtes notifié pour faire vos rappels, ou sinon vous organisez ça simplement sur un calendrier. Mais j'ai envie de dire, une fois que vous êtes approprié la méthode et que c'est assez intuitif pour vous, vous allez le faire spontanément en fait, tout simplement. Dès que vous sentez qu'il y a une petite baisse, hop, je fais une petite réactivation. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque réactivation en général prend moins de temps que la précédente. Imaginez l'étudiant A qui va travailler comme un dingue, il va relire 10 fois son cours, il va y passer 4 heures, et l'étudiant B qui en fait va faire répartir ces 4 heures sur plusieurs semaines pour faire un certain nombre de rappels, l'étudiant B aura des performances bien plus importantes, surtout s'il utilise les bonnes stratégies d'apprentissage, qui fait de l'actif, du génératif, du multimodal, etc. Et donc, vous voyez qu'en manipulant toutes ces notions que je vous ai données, vous pouvez arriver à optimiser beaucoup plus votre apprentissage. Toi, tu veux que je travaille même pendant la pause? Ça ne s'arrête jamais. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que je serais curieux de savoir si vous utilisez ces techniques pour les élèves, les étudiants. Dites-moi en commentaire, revenez plus tard, me dire s'il y a des techniques que vous avez changées dans votre manière d'apprendre. Et les collègues, pareil, s'il y a des choses dans cette vidéo où vous dites tiens, ça me parle et j'ai envie de l'utiliser avec mes étudiants, eh bien, ça m'intéresse aussi de le savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Dans cette vidéo, je vous ai donné de nombreux outils, mais la logique veut que si vous souhaitez vous en rappeler, il va falloir vous réexposer à l'information. Et donc, plusieurs choses pour ça. D'abord, j'ai écrit un document qui reprend tout ça. Donc comme là, vous avez regardé une vidéo, dans la logique d'un apprentissage multimodal, il serait bon de lire également le document. Mais dans une logique des répétitions espacées, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Ça peut être bien de laisser un petit temps. Et quand vous sentez que l'information s'évapore, tac, une petite touche de rappel, en passant, pourquoi pas, par le document écrit. Par ailleurs, je vous mets également d'autres sources et des vidéos
pour compléter ou aller plus loin sur le sujet. Par exemple, je pense que vous êtes nombreux à avoir déjà vu la vidéo de mon collègue David Louapre de Sciences Étonnantes, qui a fait une vidéo formidable également sur l'apprentissage. Donc je la mets en description. Il faut aller voir la vidéo de Sciences Étonnantes parce que ça va faire un rappel et que peut-être on a eu deux manières d'expliquer beaucoup de choses proches, mais d'une manière un petit peu différente, et que du coup, une vidéo de l'un peut faire un rappel pour la vidéo de l'autre. De même, je vous mets une vidéo de Major Prépa qui parle un peu moins de tout ça, mais qui donne d'autres techniques très intéressantes qui vont permettre de compléter un petit peu tout ça. Et donc, n'oubliez pas de vous exposer fréquemment à l'information avec des modalités différentes, avec un engagement cognitif important, et vous allez voir, vous allez apprendre très bien, très vite et mémoriser de manière durable. Allez, c'est tout pour moi. Je remercie Onde Production qui se tient ici derrière la caméra pour toutes nos belles vidéos qu'on fait ensemble. Je vous remercie vous tous bien évidemment. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires si ça vous a plu, que je vous donne un petit peu ce côté prof, apprentissage, qui est aussi une énorme partie de mon métier, parce que finalement c'est ça que je fais avec les élèves, c'est leur apprendre des choses, mais aussi leur expliquer comment on les apprend. Donc si vous souhaitez d'autres vidéos sur le sujet, je pourrais faire des tutos peut-être plus détaillés sur la technique du rappel libre, sur les flashcards, à vous de me dire. Et moi je vous dis à bientôt au labo.